Mariam, dans la presse ce matin, on revient évidemment sur le drame de Fès qui a fait 22 morts et 16 blessés. Malheureusement, Rachidé, le Maroc est en deuil suite à cet événement. À Fès, l'effondrement de 2 immeubles a fait 22 morts et 16 blessés selon le bilan officiel de bâtiments autoconstruits dans les années 2006-2007 dans le cadre du programme de suppression des bidonvilles où l'absence de contrôle et l'ajout d'étages illégaux ont transformé des logements censés offrir sécurité en piège. Et tel qu'elle rappelle qu'un des immeubles comptait 4 étages alors que le plan n'en autorisait que 2. Aussi, une enquête administrative et une expertise technique ont été ouvertes pour comprendre les défaillances qui ont mené à cette tragédie. Mais pour comprendre aussi ce drame, il faut regarder plus large. Le Maroc s'urbanise à une vitesse exceptionnelle et selon le site de la SNRT News qui partage les données du HCP, 60% du parc urbain a moins de 20 ans et le pays a construit plus de 215 000 logements par an depuis 2014. Une transformation massive mais inégale qui crée des contrastes. Modernisation d'un côté, vétusté aux constructions non conformes de l'autre et surtout dans les zones populaires. Et dans ce paysage fragile, une autre réalité inquiète, la crise du logement accessible. Et comme le rapporte justement Express, la députée Fatema Temni a alerté la ministre de l'Habitat, Fatema Zahra El Mansouri, sur des dérives graves dans le programme d'aide au logement, des appartements supposés économiques qui passent de 250 000 dirhams à 450 000 dirhams, des qualités de construction en baisse et surtout des pratiques illégales de paiement au noir, soit une partie du montant d'achat non déclaré exigé par certains promoteurs. Un phénomène qui n'est malheureusement pas nouveau, mais qui cette fois-ci vide aussi le programme d'aide au logement de l'État de sa philosophie sociale. Et selon la députée, une partie de cette aide publique destinée aux ménages modestes est absorbée par la spéculation au lieu de permettre d'accéder à un logement décent. Et dans ce contexte, loger dignement devient un défi pour les classes populaires. Construire selon les normes, obtenir une autorisation ou simplement accéder à un logement décent relève parfois de l'impossible. Une pression qui pousse certains malheureusement à contourner un système, à densifier, à construire sans contrôle, ajoutant un risque là où il devrait y avoir une protection. Effectivement, et précisons aussi que plusieurs enquêtes sont en cours, une enquête judiciaire, une enquête administrative, un bureau d'études techniques est aussi en train d'analyser ce qui a pu se produire pour essayer de comprendre ce drame et bien sûr donner des explications et peut-être prendre ensuite des mesures. La presse se penche aussi sur la CEDEAO qui se déclare en état d'urgence. Oui, la crise que traverse la CEDEAO n'est plus un mystère, mais aujourd'hui elle devient officielle. Mardi, donc hier, son président Oumar Touraï a déclaré que la région ouest africaine se trouvait en état d'urgence. Pas un dispositif légal et RFI rappelle que surtout cet état d'urgence n'existe pas vraiment dans les textes, mais c'est une façon d'appeler les chefs d'État à regarder la réalité en face. Et en 2 semaines, on le sait, il y a une tentative de coup d'État au Bénin, une autre en Guinée-Bissau et une menace djihadiste qui continue de s'étendre dans le Sahel et le golfe de Guinée. Mais pour l'instant, aucun mécanisme formel n'est déclenché, mais le brief souligne Omar Aliou Touré, on l'a dit, président de la commission de la CEDEAO, appelle à des actions immédiate et décisive, notamment pour évaluer la santé démocratique des États, renforcer la sécurité collective et répondre aux risques identifiés. Intervention militaire, baisse de l'inclusivité électorale, montée des groupes armés et pression géopolitique. Et dans ce climat tendu, la CEDEAO veut aussi montrer qu'elle est encore utile. La preuve, après la tentative de putsch au Bénin dimanche, le Nigeria a déployé en moins de 48 heures des soldats de la force en attente à la demande de Cotonou. Une réponse rapide que la Deutsche Welle analyse comme une réaction politique autant que sécuritaire. L'organisation, souvent accusée d'inaction, veut redorer son blason et prouver qu'elle peut encore stabiliser la région. Mais il y a péril dans la demeure, résume un analyste dans cet article de la Deutsche Welle. Et c'est bien tout cela le sens de cette déclaration d'urgence, un appel à repenser la sécurité collective. D'ailleurs, le prochain sommet des chefs d'État de l'organisation qui aura lieu dimanche à Abuja devra maintenant répondre à la vraie question. La CEDEAO a-t-elle encore les moyens d'assurer la stabilité dans une région qui vacille?
L'UNESCO célèbre les cultures du monde et a décidé d'inscrire, c'était hier, certains éléments du patrimoine dans justement le patrimoine immatériel de l'humanité. Et sans surprise. Il y a le caftan. Oui, justement, on va en parler. Et ça se passait à New Delhi. L'UNESCO a dévoilé sa nouvelle liste de patrimoine culturel immatériel, car on le sait, derrière chaque inscription, l'enjeu quand même est crucial. C'est une bataille d'images, d'influence diplomatique et de protection d'une identité et d'un héritage contre l'appropriation. Mais cette année, c'est surtout le Maroc qui marque un tournant. Le caftan marocain est officiellement inscrit dans cette grande famille du patrimoine culturel immatériel. Une victoire historique, mais aussi politique. Le 360 n'oublie pas aussi de parler de ces manœuvres étrangères qui ont tenté de bloquer l'inscription. Mais la vérité triomphe toujours et finalement, le Maroc l'emporte, porté par la solidité de son dossier et surtout simplement par un savoir-faire transmis depuis plus de 12 siècles. Et au même moment, on le disait, d'autres pays aussi défendent leurs récits et leurs histoires. Et selon France Info, l'UNESCO vient aussi d'inscrire le Diwali, cette fête indienne des Lumières, qui dure 5 jours de célébration avec des lampes et des pétards dans le ciel, aussi avec des rituels millénaires qui symbolisent le triomphe du bien sur le mal. Pour New Delhi, c'est l'âme de la civilisation indienne qui est reconnue, une manière d'affirmer une culture dont le rayonnement dépasse largement les frontières du pays. Et du côté du Caire, comme le rapporte Ahram Info, c'est le kosheri, plat populaire par excellence, qui fait son entrée au patrimoine immatériel. Un mélange de riz, de lentilles et de pâtes simples, mais profondément ancré dans la vie quotidienne égyptienne. C'est surtout un symbole de partage, servi dans les familles comme dans les pays, qui est devenu au fil du temps un marqueur identitaire à part entière. En somme, 3 inscriptions, 3 histoires. L'Inde qui valorise sa spiritualité, l'Égypte, la chaleur de sa cuisine du quotidien, et le Maroc rappelle au monde que son caftan n'est pas une mode, c'est un art, un récit, une histoire et donc une mémoire vivante désormais protégée et reconnue. Oui. Nous sommes bien jeudi aujourd'hui. Jeudi 11 décembre 2025. Quel autre 11 décembre avez-vous retenu dans l'histoire ? Alors, une histoire digne d'un thriller. Donc, je vous emmène le 11 décembre 2008 à New York. La crise financière secoue le monde depuis des mois. Mais ce matin-là, c'est un autre séisme qui frappe Wall Street. À l'aube, le FBI arrête un homme jusque-là intouchable, Bernard Madoff, ancien patron du Nasdaq, financier star adulé par les banques et les célébrités et par des milliers d'épargnants. Ce que découvre aussi le monde ce jour-là est sidérant. Madoff n'était pas le génie de la finance, mais l'architecte de la plus grande fraude pyramidale de l'histoire. Pendant des années, il a fait croire à des rendements miraculeux qui n'existaient pas. Les gains des anciens venaient simplement de l'argent des nouveaux entrants. Un château de cartes de 65 milliards de dollars, la pyramide de Ponzi qui valait justement des milliards. Et c'est la crise de 2008 qui le fait tomber. Trop d'investisseurs veulent récupérer leur argent et Madoff n'a plus rien à leur rendre. Et ce 11 décembre, il est donc placé en détention. Son arrestation marque un tournant. Elle révèle les failles gigantesques de la régulation, brise des fortunes, pousse certains à la ruine et au désespoir. Et cela nous rappelle une leçon simple. Lorsqu'un investissement promet des rendements incroyables, c'est souvent que cela cache quelque chose qui ne tourne pas très rond. Bernard Madoff restera comme l'un des grands maîtres du mensonge et ce 11 décembre 2008 restera le jour où l'illusion s'est effondrée. Ben voilà, merci beaucoup, Mariam Kokaina, vous nous avez laissé sans voix.